Voilà, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire avec mon ami Georges, Julien et Yoni. Alors aujourd'hui, ça va être une super soirée. Il n'y aura pas de cas clinique comme dans le cas précédent sur la thyroïde, mais par contre, il y aura des témoignages et il y aura aussi nos amis médecins qui ont préparé pas mal de sujets sur des expériences. Et par contre, n'hésitez pas à poser vos questions en direct pour ceux qui sont en direct et en replay par mail ou autrement pour ceux qui ne sont pas là. Alors ce soir, j'ai l'occasion déjà, moi, de me présenter. Je suis David Comblin, personal trainer dans la vie de tous les jours. J'accompagne les personnes à retrouver l'énergie au quotidien via l'activité physique contrôlée et en bienveillance. Et j'ai l'honneur ce soir de vous présenter Julien, Yoni et Georges Mouton, que tout le monde connaît. Je vais laisser l'honneur à Julien de se présenter. Julien, bonjour. Bonsoir à tous. Donc moi, Julien Puchoin, donc je suis médecin généraliste à Lille. Je me suis installé en 2019 et je pratique la médecine fonctionnelle depuis un petit peu moins d'un an. Donc j'ai fait quelques DU en France, donc à Dijon, DU à Toulouse, DU à Paris. Et j'ai contacté Georges il y a un peu moins d'un an. Initialement, c'était pour lui faire une demande de stage. Et la demande de stage s'est vite transformée en collaboration. Donc, je remercie encore Georges de me faire confiance. J'ai rejoint la clinique Velleroux en décembre dernier. Donc, pour l'instant, je consulte en visio. J'espère bientôt consulter sur place. Et il semblerait qu'il y ait une nouvelle aventure également qui se profile en France. Donc, je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler. Mais voilà, je vais aussi participer à l'aventure en France et j'en suis honoré et très content. Voilà. Julien, je me permets de rebondir tout de suite. Merci pour ton intro qu'on a demandé courte et courte, elle fut. Mais il y a quand même des Belges à l'écoute. Et pour les Belges, des DU, c'est une dette. Diplôme universitaire. C'est le oui. dû. Hein. Alors, oui. Bon, ça c'était plus une boutade, mais dis-nous un peu le titre de ces DU et par qui c'est donné. Donc Dijon, c'était Dr Coudron. Donc c'était Yoni d'ailleurs l'a fait comme moi. C'est là-bas qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Donc c'était DU alimentation, santé, micronutrition. Toulouse, c'était nutrition et micronutrition adaptées aux activités physiques. Et le DUE, donc là, européen MAPS, micronutrition, alimentation, prévention, santé, donc à la faculté Paris Descartes, en partenariat avec une faculté espagnole. Ok, donc il y a une touche sportive alors dans ton… Oui, en fait, initialement, à la base, je m'étais orienté plutôt vers la médecine du sport, puisque la médecine générale, on va dire que ça n'a jamais été une… je me suis rendu compte que ce n'était pas fait pour moi. Donc, initialement, j'ai fait la capacité de médecine du sport, qui a été un peu mise en parenthèse à cause du Covid. Donc, je n'ai pas pu réaliser tous mes stages. Et finalement, entre-temps, vient un ami, m'a offert un bouquin d'ailleurs de Mark Hyman, qui est un médecin fonctionnel américain. Et en fait, ça a été une révélation pour moi et je me suis engouffré dans la brèche. Et puis, la brèche est devenue très grande et je me suis plongé dedans depuis et voilà. Mais oui, j'ai un petit attrait pour la médecine du sport. Le plus pense. grand barrage du monde, ce n'est pas celui des Trois Gorges en Chine, je ne suis pas sûr du nom, à lâcher, quoi. Donc, voilà, l'inondation. Très bien. Ben, écoute, Yoni, il t'a déjà un peu défloré le sujet. Il a déjà donné, c'est quoi? C'est tout ton curriculum, ça. Tu as juste fait le DU de Dijon, toi. Tu n'as rien fait. Tu as fait médecine quand même. Un petit peu à Paris, un petit peu. Allez, Bonjour à tous. Alors, moi, je suis Yoni Assouli, je suis médecin généraliste également. J'ai été diplômé de la faculté de Paris Diderot en 2018. Et ensuite, j'ai effectué, donc, lors de mon internat, le même diplôme que Julien. Donc, on s'était vu cette année-là sans vraiment trop échanger à Dijon. Donc, c'est alimentation, santé et micronutrition. Et ensuite, j'ai réalisé un DU à Grenoble qui s'appelle Physionutrition clinique et biologique du professeur Anne-Marie Roussel, qui est pharmacienne. Et ensuite, pour moi, la meilleure formation, c'est celle que je suis actuellement avec Georges, dont je remercie également, parce que pour moi, voilà, avant, je pense que j'étais plutôt micronutritionniste et je penche de plus en plus à devenir médecin fonctionnel. Donc, mais ça, c'est une formation continue et pour moi, c'est la meilleure. Voilà. Et donc, toi, tu n'as pas fait Paris?
Non, j'ai fait des cycles avec Vincent Castronovo, mais sponsorisés par un labo. Ah oui, voilà. Il me semblait bien que tu avais. Oui. OK. À Paris, à Nice. Oui, mais justement, il me semblait qu'effectivement, vous aviez tous les deux, Julien et Yoni, vous aviez eu une partie de votre formation de médecine fonctionnelle donnée par Vincent Castronovo, que je connais depuis un quart de siècle. Je pense qu'on s'est beaucoup côtoyé, surtout au début de ce siècle, parce qu'on a énormément partagé des week-ends de conférences un peu partout. Et donc, lui, c'est vraiment quelqu'un d'intéressant pour former des médecins que j'ai alors envie de recruter, hein, parce qu'en fait, c'est ça qui s'est passé, parce que je sais qu'ils vont avoir une bonne base nutritionnelle. Voilà. Hein, en médecine nutritionnelle, bon, je pense qu'on ne fait pas mieux. Et donc, j'aime bien de voir ça dans vos CV, même si Yoni, bon, c'est de manière un peu différente, mais bon, vous avez quand même des CV assez exhaustifs et qui donnent des accès différents et tout ça se complète. Donc, ça me va très bien. Puis, il y a une autre recrue en cours qui est du même acabit, qui en plus, lui, a fait, mais on va le garder pour un autre webinaire, on ne va pas lâcher tous nos secrets aujourd'hui, mais qui lui a fait tout un cursus de médecine interne, voilà encore un autre type d'expérience. Et puis lui aussi a fait la formation Castronovo à Paris. Le problème avec la médecine nutritionnelle qui est donnée dans ce genre de DU à Paris, c'est que, évidemment, la partie qui concerne les glandes endocrines est limitée et la partie qui concerne la génomique est limitée. Je crois que c'est mentionné, mais c'est limité. Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui pour introduire les débats, c'est que il est évident qu'on peut aider énormément de gens en améliorant leur nutrition. C'est la base. Hein. Mais tous ceux qui vont être amenés à bien manger ne vont pas nécessairement bien se porter. On va garder un noyau important de cas difficiles, complexes, qui en général ont déjà essayé pas mal de choses, vu pas mal de médecins ou de non-médecins, mais on va dire de gens qui font partie des professionnels de la santé. Et tous ces gens-là sont toujours, j'entends beaucoup les termes, en errance médicale. Je vois ça tout le temps sur mes commentaires YouTube, je suis en errance médicale. Hein, bon. Donc, je crois que pour remédier à ces errances médicales, la base, c'est la nutrition, mais il faut absolument étoffer avec de la génomique. Nous ferons un webinaire génomique plus tard cette année. On n'a pas encore tout à fait l'horaire. Si, on a les dates, mais on n'a pas encore choisi les sujets, mais ça va se faire au fur et à mesure. On fera un webinaire génomique, il en faudrait même probablement plusieurs, mais on va certainement en faire un. Et d'ailleurs, notre nouvelle recrue qui va travailler sur Madrid, donc là, vous avez un petit scoop, hein, on va ouvrir une consultation FullMedDev sur Madrid. Le collaborateur est argentin, franco-argentin, parle très bien français, mais aussi est évidemment a l'espagnol comme langue maternelle, donc c'est l'idéal pour travailler sur Madrid, et il va vivre à Madrid, donc voilà, c'est parfait. Et figurez-vous que j'ai appris que sur Madrid, l'association de médecine anti-âge, en Espagne, ce n'est pas fonctionnel, c'est anti-âge, mais ça ressemble vraiment à la médecine fonctionnelle plus qu'à de la médecine anti-âge, parce que j'ai déjà donné beaucoup de conférences pour eux dans le passé. Ils ont tout un cycle de 3 webinaires internationaux de génomique, avec des sujets, avec des génotypes que moi, je ne travaille pas. Donc, j'ai envoyé notre futur
collaborateur, mais qui a déjà commencé, mais bon, chaque chose en son temps. Il est inscrit à tout ça et il va nous ramener évidemment de nouveaux éléments. Donc la génomique, ça va être important, on ne va pas y échapper, c'est fondamental, mais ce n'est pas le sujet du jour. Par contre, le troisième élément de base de ce trépied, donc la nutrition qui est de loin le plus important, la génomique qui a une importance croissante parce qu'au fur et à mesure qu'on comprend des choses qu'on ne comprenait pas, mais on se rend compte que derrière, il y a des éléments de génomique. Et je vous prépare 2 nouvelles vidéos de génomique DIE2 qui vont, à mon avis, faire un peu du bruit. Mais je les mijote, elles arrivent, ne vous inquiétez pas. Et le troisième élément de ce trépied, ben, c'est évidemment tous les problèmes endocriniens. Alors, bon, c'est un peu caricatural, mais j'ai envie quand même de dire les problèmes endocriniens, ben, c'est la thyroïde, au sujet de laquelle on a fait un gros webinaire il y a exactement un mois, le 15 février, qui est énormément suivi, beaucoup d'intérêt, beaucoup d'échanges. Il y a les surrénales pour lesquelles, je vous signale pour ceux qui sont en live, après-demain, je lance une vidéo qui, je pense, fera date vendredi soir 19h30, parce que je vais vraiment mettre les choses au point ou les pieds dans le plat, c'est comme vous voulez. Et il y a déjà eu, mais ça commence à dater, donc il faudra qu'on fasse une mise à jour, mais il y a déjà eu toute une série de vidéos sur les surrénales sur ma chaîne YouTube, où il y a 170 vidéos maintenant, 170 pour les Suisses. Les Belges, ils comprennent 170, mais les Suisses pas. Et il y a surtout un webinaire surrénal. Donc, il y a 2 heures sur les surrénales dans un webinaire, ce qui est quand même intéressant pour tous ceux qui veulent d'autres éléments. Parce qu'évidemment, vendredi, pour ceux qui entendront le webinaire sur YouTube, ben, en fait, ce sera déjà mis en ligne. Auparavant, ben, en 28 minutes d'une capsule surrénale, bon, je ne sais pas tout couvrir. Bon, donc, il faut aller voir ailleurs. Donc, thyroïde, surrénale et problème d'hormones sexuelles. Bon, alors, c'est un vaste sujet en soi. On ne va pas pouvoir tout couvrir aujourd'hui, mais on va essayer de faire avancer le schmilblick, comme disait Coluche. Et donc, c'est ça qui fait, pour moi, une bonne médecine fonctionnelle. La base nutritionnelle, les extensions endocriniennes et génomiques. Et avec ça, on soigne beaucoup plus de gens encore que simplement en leur donnant une bonne alimentation. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Ce n'est pas facile, c'est énorme comme besoin en formation. Et j'essaie d'apporter ma brique à l'édifice en publiant régulièrement ces capsules dans un format typique de 28 minutes. Mais j'ai aussi décidé cette année qu'il fallait des webinaires pour avoir des sujets creusés plus avant, plus de temps pour donner les références scientifiques. Il y en aura ce soir. C'est ce que David appelle des expériences. En fait, c'est plutôt des publications, David. Mais bon, les publications peuvent effectivement faire part d'expériences ou pas, parce qu'il peut y avoir des expériences qui sont effectivement publiées, mais alors il y a aussi des articles publiés qui sont par exemple, des études épidémiologiques. Bon, voilà, il n'y a pas d'expérience là-dedans à proprement parler, mais ce sont, on va dire, plutôt des articles ou des références. Et comme vous le savez certainement maintenant, nous trouvons nos références, je pense, comme tout le monde médical, hein, qui soit mainstream ou moins mainstream, out of the box, comme je dis parfois. Tout ça se trouve sur PubMed, P-U-B-M-E-D, en un mot, que vous trouvez très facilement et qui est un accès gratuit, ouvert à tous. Et tout le monde peut aller fourrailler là-dedans et trouver des choses intéressantes. Bon, il faut un peu l'habitude, mais mine de rien, c'est quand même pas sorcier. Vous entrez voilà, des mots de recherche et comme tout moteur de recherche, eh bien, vous trouvez des articles et vous faites votre petite enquête.
Donc, ces formats webinaires sont intéressants et ce n'est pas toujours la même chose. La fois dernière, effectivement, on a plutôt basé sur des cas cliniques. Aujourd'hui, je voudrais bien quelque chose de mixte, c'est-à-dire où il y a des témoignages, mais où il y a aussi des éléments fournis. Bon. Alors, voilà assez avec l'introduction. J'avais promis 15 minutes maximum. On est pile poil à cette échéance. Et alors, si vous voulez, je commence le webinaire proprement dit. Alors, qui est intitulé, attention, parce que le titre peut toujours changer à la dernière minute. Figurez-vous, je ne sais déjà plus le titre que j'ai mis. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis endométriose, syndrome prémenstruel, prévention cancer. Je vous avoue que je ne suis pas enchanté de ce titre. Bon, si quelqu'un a une meilleure idée, merci de me la donner, parce que je trouve que ça fait un peu disparate, hein. Mais bon, j'ai encore quelques jours pour me décider sur un meilleur titre. Alors, ce que je veux faire pour lancer le débat, eh bien, c'est une question qu'on a reçue. Alors, ce n'est pas compliqué, 15 mars. Oui, non, parce que vous allez voir le nom. On garde les choses anonymes quand même. Enfin, je crois que si, hein. Regardez. Moi, j'aime bien des webinaires, pas préparés, préformatés, vous voyez, qui sont artificiels pour que ça sonne bien. C'est de l'improvisation. On travaille sans filet. Ça se trouve, on va se faire insulter par une des personnes présentes. Eh bien, voilà, s'il y a des insultes à recevoir, eh bien, qu'on les reçoive. Donc, vous voyez, hein, il est bien mis le 15 mars, 19h17. Donc, c'est vraiment la dernière question qu'on a reçue et elle m'interpelle. Alors, je ne rentre pas dans les détails de la question. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. En fait, la question porte sur des résultats d'analyse. Donc, c'est une personne qui s'appelle Sylvie, qui se reconnaîtra, et qui nous donne, à David Comblin, à qui elle a écrit, et puis donc moi forcément, tout un tas de renseignements, mais qui nous dit, j'ai fait une analyse de sang en avril 2022, et alors elle donne ses taux d'hormones sexuelles, œstradiol, progestérone. Et puis elle dit hier, donc le 14 mars 2023, elle refait une analyse et elle se retrouve avec des taux d'hormones sexuelles totalement différents. Et en l'occurrence, beaucoup plus haut. Bon, voilà. Vous voyez, alors, cette personne, elle n'est pas médecin, elle n'est pas experte. Elle voit ça, elle ne comprend pas. Voilà la question. Comment de tels écarts sont-ils possibles? Alors, c'est par ça que je veux commencer. C'est assez fondamental, mais rappelons quand même les faits. On est ici donc dans les hormones sexuelles plutôt féminines, mais on doit un peu parler de prostate et d'œstrogène si on y arrive, n'est-ce pas, messieurs? Et désolé, j'essaie d'avoir plus de femmes collaboratrices. On en a une qui est très bonne, mais qui très, très experte et qui aurait certainement beaucoup aidé ce soir, mais ce n'était pas possible. Donc, bref, voilà, on se retrouve entre hommes, mais on fait de notre mieux, et, si vous voulez, c'est comme ça. Je ne peux pas changer ça dans l'immédiat, mais il y a des projets. Et alors, le truc basique, c'est quand même de vous décrire le cycle hormonal parce que les patients ne comprennent pas toujours ça. Donc, j'espère que je ne vais pas trop me planter. On va dire qu'il y a 3 phases. Hein. Il y a la phase qui est dite folliculaire avant que ne s'enclenchent les changements hormonaux qui amènent la deuxième phase qui est donc l'ovulation. Hein. Alors, la phase folliculaire, si vous voulez, c'est la ligne de base. Hein. Et j'ai envie de dire que la phase folliculaire, qui va durer une dizaine de jours, alors on compte les jours à partir du premier jour des règles. Le premier jour des règles, c'est J1. Ce n'est pas J0, c'est J1. Parce que ça fait un jour de décalage. Si vous dites, oui, mais ça part de 0. Non, ça ne part pas de 0, ça part de 1. J'en peux rien, c'est comme ça. Donc, on va dire de J1 à J10, c'est la phase folliculaire. Julien qui sourit parce que, oui, enfin, voilà, c'est basique. Et donc, la phase folliculaire, c'est un peu ce qu'on peut imaginer retrouver
alors tenez-vous bien, ça va vous surprendre, mais j'aime bien te surprendre, vous savez ça. C'est ce qu'on peut retrouver chez la femme ménopausée ou chez l'homme tout court, qui, comme vous le savez, n'est pas ménopausé. Okay, donc, c'est une ligne de base. Puis alors, l'ovulation, ben, il y a des pics hormonaux qui aboutissent, des pics autant d'œstradiol que de progestérone, plus d'œstradiol que de progestérone, mais il y a les deux qui aboutissent donc à l'ovulation. Bon, ça, c'est facile à comprendre. Bon, là, ben, c'est une période très compliquée à interpréter entre J10 et J18. C'est un peu le bazar parce que, bon, on ne sait pas toujours quel jour a eu lieu l'ovulation. Est-ce que ça va avoir lieu? Est-ce qu'on est pile dessus? Est-ce qu'on est un peu après? Bon, bref, c'est un naufrage pour faire des tests. Et puis alors, on passe dans la phase lutéale, où le corps jaune se développe et qui est caractérisé par une montée de la progestérone par rapport à la phase folliculaire. Et donc là, ça va durer aussi une dizaine de jours jusqu'aux prochaines règles. Voilà, donc c'est comme ça. Donc, quand vous faites des dosages d'hormones sexuelles, n'allez pas les faire dans la période d'ovulation. C'est inutile, perte de temps et d'argent, puisque vous payez les tests. Il y a quand même une fenêtre intéressante pour étudier la phase folliculaire, pour voir un peu cette ligne de base, comment est-ce que ça se passe. Et là, les jours les plus intéressants, je pense pouvoir dire que c'est de J4 à J6, allez, J5, J6. En général, je dis ça. Vous êtes d'accord là, mes deux comparses? J5, J6 J7, J7 ne me dérange pas, hein, mais enfin, voilà, c'est un peu ce... Donc là, on étudie la phase folliculaire, et puis alors, on étudie la phase lutéale, qui est très importante, qui est peut-être, si je peux choisir, j'ai plus envie d'étudier la phase lutéale, parce que, et là, ça va embrayer sur un point essentiel du webinaire, mais avant de dire quel est ce point, je précise le moment. Je pense pouvoir dire que la fenêtre idéale, c'est entre J19 et J22. Vous êtes d'accord avec ces chiffres-là? Oui. Yoni? J'aurais dit J18, J22, mais pas en... 18. Ouais, 18 et demi. OK, on transite de 18 et demi. Pauvre patient pour se relever en pleine nuit pour faire le truc à 18 et demi. Voilà. Donc, vous comprenez, le problème ici. On me donne des valeurs hormonales. Oui, mais elles sont à J combien? Pire que ça, ou alors j'ai mal lu, mais j'ai beau regarder, je n'ai pas l'âge de la patiente. Je n'ai pas l'âge de la patiente. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les âges? Bon, on ne va pas parler des nouveau-nés ni des enfants en âge d'école primaire. On va s'intéresser aux périodes de transition. Hein? Parce que les âges, ça peut commencer à être testé fort jeune, de grandes ados, des jeunes femmes, bon, bref, tout le bazar. Et puis alors, je vais quand même signaler qu'il peut y avoir des ménopauses précoces dès l'âge de 40 ans, très rarement un peu avant, mais typiquement 40-42 ans. Et donc, qui dit ménopause précoce dit périménopause précoce. Il commence à y avoir des perturbations dans ces âges-là, voire encore un peu avant. Mais ces ménopauses précoces sont essentiellement détectées, enfin, elles se manifestent chez des patientes hypothyroïdiennes. Yoni, d'accord avec ça? Oui, parce qu'elles sont réglées le plus souvent tardivement également. Oui, alors c'est vrai que un indice d'hypothyroïdie, quand on parle d'hormones sexuelles, c'est l'âge de la ménarche, donc l'âge des premières règles. Qu'est-ce qu'on va dire? L'âge normal, 13-14 ans, 12-13-14 ans? 12-13, et puis les patientes en hypothyroïdie, c'est souvent entre 14 et 16. Quoi. Voilà, très bien. Georges, la personne a mis un message dans le chat en disant qu'elle fait les dosages à jour 20. Bon, ok, mais ça me rassure un peu parce que c'était un peu light comme information. Bon, mais c'est bien, vous voyez, ça, la personne a fait ça à J20. Par contre, elle ne devait toujours pas nous donner son âge. Bon, allez, Sylvie, donne-nous un peu ton âge.
49 ans. 49. 49 ans. Eh ben, justement, parfait. Vous voyez, les trucs à improviser, ça marche toujours mieux que les trucs préparés à l'avance qui foirent toujours en dernière minute. Donc, on était à 40-42 ans, les premières ménopauses précoces, mais évidemment, a fortiori 45 ans encore plus. Faites très attention à l'alerte thyroïdienne dans ces cas-là. Et puis alors survient ce que moi j'appelle la périménopause. Si vous me suivez, j'ai plusieurs vidéos quand même sur ces sujets-là que vous pouvez aller écouter parce qu'il y aura d'autres informations dans les vidéos que nous ne donnerons pas ce soir, qu'en plus on n'a pas le temps et puis ça ferait double emploi. Mais dans ces vidéos, je parle de périménopause et pas de préménopause. J'ai une sainte horreur du terme préménopause. Les anglo-saxons utilisent périménopause. Ils ont raison, pas raison avec tout. Hein. Enfin bon, là ils ont raison. Pourquoi? Parce que c'est un peu une vue de l'esprit, ou en tout cas c'est du wishful thinking. Hein. C'est un peu une illusion de croire qu'on va passer de la ménopause à la préménopause, de la vie reproductrice normale avec les cycles menstruels à la préménopause et puis à la ménopause. Ça ne marche pas toujours comme ça. On peut très bien avoir des phases qui ressemblent à de la ménopause, que ce soit cliniquement, pas de règle, ou biologiquement, des taux d'FSH et LH qui grimpent, ou revenir en arrière et avoir de nouveau une fonction ovarienne normale. Donc, c'est quoi la préménopause? Ce n'est pas une préménopause. Si ça revient normal, puis que ça repart en ménopause, tout ça, c'est de la périménopause qui peut durer de quelques mois à bien des années. Okay? Et qui peut commencer à 45 ans et qui peut aller jusqu'à 55 ans, voire plus. Bon, j'ai déjà eu 2-3 patientes qui ont été ménopausées à 57 ans. Donc, pour revenir un peu à l'exemple, Sylvie, 49 ans, bon voilà, là on est effectivement, et c'est probablement la réponse à sa question, mais évidemment, on ne va pas aller plus loin là-dedans parce qu'il y a trop de spécificité, mais des fluctuations hormonales énormes, mesurées à J20, donc ça c'est bien parce qu'au moins c'est comparable, et en 2022, à 48 ans, les hormones ont l'air de dégringoler. Et puis en 2023, quasiment un an jour pour jour après, il y a de nouveau beaucoup plus d'hormones. Eh bien, c'est de la périménopause. Ça va, ça vient. Les ovaires ont des coups de boost et puis ils faiblissent. Donc, pour moi, c'est ça l'explication. On est dans le cadre de la périménopause. Alors, on ne va pas répéter toujours les mêmes choses. Je vous renvoie à ma vidéo très facile à trouver sur YouTube sur la périménopause, où je vous explique que moi, je soutiens toute cette phase de périménopause avec des pro-hormones surrénaliennes pour justement lisser un peu tout ça. Je suis contre les prescriptions d'hormones sexuelles en périménopause, parce qu'en périménopause, vous avez soit pas ou peu d'activité ovarienne. Je pense pouvoir dire que c'est Sylvie en avril 2022, et puis une activité ovarienne qui se normalise un an après. Mais c'est ça la périménopause. Mais si vous avez des pro-hormones surrénaliennes, vous n'allez pas avoir une espèce de double couche hormonale au moment où les ovaires redémarrent, si vous faites un traitement hormonal substitutif en périménopause. Moi, je suis en périménopause pour le traitement par pro-hormones surrénaliennes, qui est beaucoup plus sûr que les traitements à base de stradiol, fut-il biodisponible et fut-il administré par voie transcutanée et transdermique. Qu'est-ce qu'on dit en français? Transcutané, non, je crois. Enfin bref, je traduis tout le temps de l'anglais en français, ça ne ressemble à rien. Et donc, je préfère ça. Parce que, si les ovaires se remettent à mieux fonctionner, eh bien, voilà, on ne va pas forcer des taux anormalement élevés, en particulier de stradiol, qui sont quand même un peu préoccupants. Je voudrais qu'on parle de ça plus tard ce soir, dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler la prévention du cancer du sein. Et alors, pour en finir avec sa question,
que faire pour baisser cet œstradiol et remonter la progestérone? Bon, ça, c'est un peu le sujet du jour. Hein. Ça, c'est ce qu'on rencontre dans certains syndromes prémenstruels, pas tous. Il y en a de différents types. Je vous renvoie aussi à ma vidéo. Mais c'est aussi ce qu'à mon avis, on rencontre dans les cas d'endométriose. Bon, voilà. J'ai dit tout un tas de choses là-dedans. Julien, puisque c'est toi qui interviens dans la rotation après moi, tes commentaires là-dessus. Et as-tu éventuellement trouvé des articles pertinents sur PubMed pour nous apprendre quelque chose ce soir? Sur la périménopause? Ben, oui, mais c'est connexe avec… On n'a pas encore abordé l'endométriose. On y arrive, on est peut-être encore un peu plus dans la périménopause, voire dans le syndrome prémenstruel. Enfin, on est où tu veux aller. Vas-y. Donc là, j'avais une question notamment, c'était en fait, la personne posait la question si c'était en gros un état physiologique ou bien si c'était plutôt une période linéairement située. Donc comme tu l'as dit, en effet, on voit des fluctuations et c'est vrai que souvent les femmes aiment avoir une réponse précise, est-ce que je suis ménopausée ou pas? Sauf que comme tu dis, parfois on peut pas répondre de but en blanc au cours de la première consultation puisque c'est amené à évoluer. Donc en effet, et en plus, il y a, comme tu l'as dit, le problème de faire le dosage hormonal au bon moment, en sachant qu'il y a aussi le problème qu'une femme n'ovule pas forcément à J14. Et donc parfois, on peut malheureusement faire le dosage à J21, mais sauf qu'en fait, on est complètement à côté. Donc Oui, très bonne malheureusement, remarque. Oui, parce que ça, c'est dans… sinon, c'est pas Je drôle. n'ai pas pensé à le dire, mais c'est dans le cycle typique de 28-30 jours, mais il peut y avoir des cycles longs et des cycles courts. Donc, moi, ce que je conseille parfois, c'est d'essayer de repérer le moment d'ovulation avec des mesures de température. Bon, est-ce que ça marche, ça? Il y a des tests de pharmacie aussi pour un peu… L'observation de la glaire cervicale également. La glaire cervicale aussi, ouais. Tout à fait. Donc ça, il faut que toutes les femmes essayent de se former à ça. Et c'est vraiment… Oui, parce que… Merci Yoni, oui, ça c'est une très bonne idée parce que, bon, ce que j'ai présenté, moi, c'est le cas un peu de base, mais il y a des cas complexes où on patauge. Ouais. Ceci dit, s'il y a un schéma, si la femme a tout le temps des cycles de 35 jours, hein, ce que je pense pouvoir dire, mais je suis là sous votre contrôle, hein, parce que je ne suis pas plus gynécologue que vous deux, hein, on n'est aucun des trois gynécologues. On fait ce qu'on peut pour aider les femmes dans le cadre d'une approche globale, parce qu'évidemment, nous ici, ce qu'on veut faire, c'est aider les femmes qui ont par ailleurs d'autres problèmes. Finalement, cette question de Sylvie, au début, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est une question parfaite. Je suis traité pour une thyroïdite d'Hashimoto. J'ai une hémochromatose. Je suis supplémenté en oméga 3, vitamine A, magnésium, vitamine D. Voilà, alors le gynécologue avec ça, qu'est-ce qu'il va faire lui avec la thyroïdite d'Hashimoto et avec l'hémochromatose? Ça ne va pas beaucoup l'intéresser, il peut peut-être faire des choses, mais ça ne va pas être son dada. Donc nous, on essaye en tant que médecin généraliste, puisque nous sommes tous les trois, d'aider les gens en leur donnant un peu des pistes, et c'est intéressant effectivement de les aider sur la chronologie de ces tests pour au moins venir avec des tests qui ont un intérêt. Alors, je pense toujours sous votre contrôle. Je reprends ma phrase où je l'avais arrêtée il y a 17 minutes. Sous votre contrôle, si le cycle fait 35 jours, ce qui est allongé, a priori, c'est la phase folliculaire. On est d'accord avec ça? Bon. Et c'est pour ça que c'est intéressant, et avec tous les trucs qu'on est en train de vous donner, qu'il faut un peu repérer l'ovulation, parce que ce qui va être le plus utile, c'est de tester à peu près une semaine après l'ovulation. Hein, mais ça peut, dans des cycles plus longs, nous décaler à J28 et non pas à J27, on va dire, au lieu de J20, J21. OK? Oui, c'est ça. Bon. OK. Alors, pour
expliquer pourquoi on est tous fort intéressés. De nouveau, le témoignage de Sylvie n'était pas du tout prévu, qui est arrivé à 19h17 aujourd'hui même, et qu'on sait maintenant quel test à J20. Donc, visiblement, ce test à J20, J21, J19, c'est ça qui intéresse le plus. Pourquoi? Parce que c'est un très bon moment pour faire un ratio entre le taux d'œstradiol et le taux de progestérone. Et souvent, le problème, c'est qu'il y a trop d'œstradiol par rapport à ce qu'on prévoit. Moi, je me sers des références du laboratoire qui vont fluctuer d'un laboratoire à l'autre. Les unités ne sont pas les mêmes, etc. Donc, on ne va pas donner des chiffres, mais vous vous fiez aux références du laboratoire et vous faites des percentiles. Vous regardez où se trouve le taux d'œstradiol dans la zone de référence. Est-ce que c'est au mieux, percentile 50? Est-ce que c'est à un quart, percentile 25? Est-ce que c'est aux trois quarts, percentile 75 ou 75? Et puis évidemment, vous pouvez faire une petite règle de 3, faire des trucs intermédiaires. Bon, bref, ça n'a pas besoin d'être méga précis non plus. Et vous faites pareil avec le taux de progestérone et vous regardez s'il y a un déséquilibre, hein. Et les déséquilibres qu'on redoute, ce sont les déséquilibres en faveur de l'œstradiol. Enfin, en faveur, c'est peut-être pas le bon mot, hein. C'est l'excès d'œstradiol qui commence à énerver tout le monde, qui peut donner du syndrome prémenstruel, mais il y a beaucoup d'autres causes de syndrome prémenstruel, je vous renvoie à la vidéo. Ça peut donner de l'endométriose, parce que ceux qui sont venus spécialement pour l'endométriose doivent se dire qu'ils se sont trompés de webinaire, mais on y vient. Et puis, ça peut donner ce qu'on appelle une dominance œstrogénique qui fait le lit du cancer du sein et éventuellement d'autres cancers hormonaux. Donc là, on est sur du très lourd. Moi, dès que j'ai une patiente, alors je vous montre, parce que ça, vous aimez bien, j'ai deux choses à vous montrer. Goliath, très important, plus important hein, que la deuxième. Et la deuxième, c'est ce marqueur-là. C'est pas rouge, c'est pas rose, c'est pas... bref, c'est ce marqueur-là. Ça, c'est ce que j'utilise pour surligner la dominance œstrogénique, la domination œstrogénique, œstrogenic dominance. Je ne sais plus parler français. Comment est-ce que vous dites? Comment est-ce que je dois dire? Dominance? Dominance. Dominance? Dominance œstrogénique. Parfois, je ne sais même plus si c'est français ou pas. Et donc, ça, c'est flagué tout de suite. Et donc, quand je reprends le dossier, 4 mois après, 6 mois après, bam, j'ai ça en pleine gueule. Hein, parce que ce qui devrait ressortir, j'espère, de ce webinaire, c'est que toutes ces femmes qui ont 40 ans, 50 ans, qui ont tous ces problèmes hormonaux, y compris les femmes plus jeunes, bien entendu, mais qui interviennent, qui sont probablement présentes ce soir en majorité. Il n'y a pas beaucoup d'hommes. Enfin, il y a quand même des hommes, hein, attention. Hein. Non, déplaise à Émilie, mais enfin, ça, c'est un autre problème. C'est quand même la chose, c'est vrai que c'est terrible de souffrir d'endométriose, de syndrome prémenstruel, etc. Et c'est évidemment pire de choper un cancer du sein, surtout quand on peut l'éviter. Okay? On est aujourd'hui aussi dans la prévention du cancer du sein. Et là, la dominance œstrogénique, c'est le flag. Pour moi, c'est le flag rouge, ce rouge-là. Il y a beaucoup de rouge hein, sur mon bureau, si vous avez vu certaines photos avec Oxo. Et donc, c'est très important d'aller déterminer ça. Et ça, je crois qu'il y a moyen de faire ça avec vos médecins traitants. Hein, je veux dire, vous comprenez? Et puis alors de ça, si c'est bon, c'est bon. Si ce n'est pas bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est toujours, finalement, on va passer toute la soirée sur le cas, mais qui avait l'air de rien. Comment faire pour baisser cet œstradiol et remonter la progestérone? Mais il y a des plantes progestéroniques, pourquoi pas, hein? Peut-être que mes collègues en diront plus. Bon, moi, je les utilise parfois quand on veut faire des trucs plutôt light ou quand c'est des patientes qui souhaitent plutôt ce genre de piste ou quand la prégnénolone est contre-indiquée. Quand la prégnénolone n'est pas contre-indiquée
Et si le dosage de pregnénolone laisse à désirer, c'est-à-dire qu'elle est basse, ou très basse, ou suboptimale, alors, pour remonter la progestérone, je donne de la pregnénolone. Voilà. Alors, Julien, Yoni, Moi, a… ce que je voulais dire, mais c'est que quand j'ai démarré mes études, je pense qu'on a démarré en même temps que Julien, dans les livres de médecine, on avait une patiente qui avait un cancer du sein, qui avait 50 ans. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, moi, en tout cas en consultation, j'ai des patientes malheureusement qui ont 25-30 ans. Donc, il y a des facteurs environnementaux de plus en plus présents qui augmentent l'hyperostrogénie relative, en fait. Mais quand on parle d'un excès d'œstrogène, ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup d'œstrogène, peut-être. Ça veut juste dire qu'il n'y a pas assez de progestérone. Peut-être que le niveau d'œstrogène est bas, mais c'est le ratio, en fait. Voilà. Donc, oui, il y a des plantes. La phytothérapie marche bien. Il y a le gâtillier. Il y a l'alchimie millefeuille qui va régulariser le cycle menstruel. Donc, ça, c'est très important. Et puis après, bien sûr, il y a le soutien avec la pregnénolone. Mais il faut des dosages, il ne faut pas qu'il y ait d'antécédents de cancer du sein, notamment. Mais ça, c'est au cas par cas. Alors, c'est vrai que c'est une bonne, puisque j'ai quand même lâché le grand mot de cancer du sein et que tu dis qu'il y en a des cas très jeunes, ce qui est évident. Alors, quels sont ces facteurs environnementaux que tu évoques? C'est clair qu'il y a les polluants, les contaminants, les produits chimiques de toutes sortes qui nous envahissent et qu'on peut appeler des xénoœstrogènes, xéno de la racine grecque étranger, des œstrogènes étrangers. Et tout ce que nous dirons ce soir, et que vous retrouvez aussi dans les autres vidéos sur ces sujets sur ma chaîne, qui a l'air d'être présenté vis-à-vis de l'œstradiol. Mais c'est évidemment d'application pour les xénoœstrogènes. C'est parce qu'on ne va pas tout le temps vous dire œstradiol et xénoœstrogène, mais on devrait peut-être dire pour tous les œstrogènes qui soient naturels ou pas, parce qu'il y a aussi les œstrogènes non œstradiol bioidentiques de la pilule contraceptive. Bon, là, inventé par les hommes pour les femmes, évidemment. Tout à fait. Et donc, ça, ce sont des facteurs environnementaux. Et puis alors, il y a aussi des excès de masse adipeuse, parce que là, il y a plein de possibilités de stocker ces xénoœstrogènes. Et donc, l'obésité, le surpoids, avec l'obésité. Il va y avoir la voie de l'activation de l'aromatase également. Donc, explique un peu ça, parce que tu ne me parles pas ici. Tu parles… La surcharge pondérale, donc le tissu adipeux, va activer l'aromatase. Donc, c'est une voie qui va convertir la testostérone en oestrogène. Donc, ça peut créer de l'hyperostrogénie. Donc, c'est chez les patients en surpoids. Donc, c'est vrai que la surcharge pondérale, on le sait, c'est un facteur de risque de développer des cancers hormonodépendants, syndrome prémenstruel, de l'endométriose, syndrome ovaire polykystique, etc. Alors, moi, l'aromatisation m'intéresse beaucoup aussi pour différentes raisons. Je suis un peu contre les inhibiteurs de l'aromatase chimique. Bon, il y a des choses plus naturelles qu'on peut faire, mais alors le produit chimique, franchement, ça me pose problème parce que les effets secondaires me semblent colossaux et ne sont pas rares du tout, et j'en ai déjà rencontré pas mal. Donc, dans le temps, même après 5 à 10 ans après l'arrêt de l'arimidex, par exemple, les effets secondaires persistent chez les patientes aux antécédents de cancer du sein. Oui, alors, figure-toi que l'arimidex, ça je ne veux pas bien retenir, le nom de la molécule, je crois que c'est anastrozole, c'est ça? J'ai du mal à retenir, comme si mon cerveau rejetait le terme. En général, j'estropie le mot anastrozole. Oui, j'en ai une véritable horreur, mais bon, chacun ses problèmes, hein, évidemment. Et par contre, juste pour éclairer le débat là-dedans, je trouve intéressant pour un peu voir venir les problèmes, trier, comprendre les différents cas, de réaliser le génotype CYP19A1. CYP19A1, c'est le cytochrome P450 19A1, qui peut être soit homozygote sauvage, auquel cas, voilà, c'est la ligne de base. S'il est hétérozygote, c'est déjà pas très bon, déjà pas fameux. Et s'il est homozygote variant,
danger. Okay? Donc, quand j'ai des dominances œstrogéniques, je vais voir ça parce que je me dis, bon, quelle est la part de l'aromatase là-dedans, hein? Et quel est l'accent qu'on doit mettre sur la perte de poids, etc. Bon, alors, c'est assez complexe. Bon, regardez, on a déjà quand même quasiment un demi-webinaire ici. On a abordé pas mal de choses. On ne peut pas aller dans l'extrême détail de tout ça. On soulève des pistes. Et alors, c'est au médecin fonctionnel à creuser toujours avec la nutrition, parce que s'il y a trop de masse graisseuse, ben, c'est qu'il y a des erreurs. Ou alors, il peut aussi y avoir une baisse du métabolisme de base avec des faiblesses, des insuffisances thyroïdiennes surrénaliennes, ça peut jouer. Ce n'est pas la première cause des excès de poids, mais ça peut intervenir et ce n'est pas du tout négligeable. Donc, il y a l'endocrinologie, la nutrition et la génomique, CYP19A1. Et si c'est homozygote variant, c'est un flag rouge. Et j'ai comme ça toute une série de flags rouges génomiques. Je vais faire la petite parenthèse génomique, comme ça elle sera faite. Mais de nouveau, j'en parle dans mes autres vidéos. En dehors de celui que je viens de citer, il y a évidemment les deux principales voies de la détoxification des œstrogènes en phase 2 de la détoxification hépatique. Hein, il n'y a pas que ces deux-là, mais bon, pour moi, c'est les deux plus fondamentales. C'est la glutathion conjugaison avec le GST, hein, glutathion S-transférase, où on a d'énormes problèmes potentiels parce que les homozygotes variants, les deux mauvaises copies du gène, sont courants. J'en suis un. Pour le GST M1, enfin bon, je ne suis pas dans le sujet aujourd'hui, mais c'est pour vous dire que c'est courant. Certains homozygotes variants sont plus courants que d'autres. Celui-là est assez courant, donc ça vaut la peine d'aller le chercher parce que ça, c'est déjà une faille dans la capacité d'éliminer les œstrogènes en phase 2 et presque aussi important, la méthylation, méthylation via la COMT, la catéchol-O-méthyltransférase, COMT, qui peut aussi être hétérozygote, perte de 50% d'activité, ou homozygote variante, perte de 75%, 75% de l'activité. Et donc, quand j'ai une femme qui n'a pas le GST-M1, qui est COMT homozygote variante, et donc elle n'a pas la glutathion conjugaison, sa méthylation a perdu 75%, 75% de sa capacité. Si ça se trouve, elle a un CYP19A1 également du mauvais type homozygote variant, et vous allez aller donner un traitement hormonal substitutif à cette femme-là sans prendre des précautions. Alors bon, c'est le genre de femme, ne vous faites pas d'illusions, c'est le genre de femme où il y a souvent, pas toujours, mais souvent, une histoire familiale. C'est évident que l'histoire familiale, dans tous ces problèmes œstrogéniques, est absolument essentielle à aller chercher. Hein? Julien, comment tu fais des anamnèses, toi, de tout ça, non? Qu'est-ce que tu récoltes? Oui, mais même, par exemple, tu parlais de jamais prescrire les hormones terminales, mais c'est vrai qu'on prescrit parfois également la DHEA, on n'en a pas parlé, mais oui, en red flag, antécédent familial de cancer du sein, évidemment, on a tout de suite la lumière rouge qui s'allume. Donc, de toute façon, le but aussi de la première consultation, c'est connaître l'anamnèse pour se décider, parce que juste se dire on prescrit un traitement hormonal substitutif sans vérifier tout ça, comme tu dis. En génomique, moi aussi, j'aime bien faire le génotype MTHFR également. Et après, je ne sais pas si on en parlera après, mais vérifier aussi également la voie de détoxification des oestrogènes qu'on peut faire via un dosage urinaire. Oui, mais en fait, j'aurais dû commencer par là, mais c'est parce que je suis arrivé par la génomique. Je suis à rebours. Ça me permet d'en parler. Alors, je vais expliquer ça pour le public. Je vous ai bien dit qu'il s'agissait de la phase 2 de la détoxification hépatique qui est essentielle
si la phase 1 n'est pas très favorable. Bon, si la phase 1 est favorable, c'est déjà beaucoup mieux parti. Donc, soyons logiques, et Julien me rappelle à l'ordre, j'aurais dû commencer par la phase 1, mais bon, ça ne se prêtait pas dans l'enchaînement. Alors, pour évaluer la phase 1, comme tu dis, c'est simplement un échantillon urinaire qui va établir un ratio entre la 2-hydroxylation de l'œstradiol, qui va donner donc du 2-hydroxyœstrone, parce que c'est ça le produit de la détoxification phase 1 par le cytochrome, mais qui assure la 2-hydroxylation, donc l'hydroxylation du carbone numéroté 2, vous voyez que ce sont des grosses molécules carbonées, hein, ces molécules d'œstradiol et les carbones un numéro, ben, quand on hydroxyle sur le carbone 2, c'est une bonne détoxification. On a vraiment fait avancer la détoxification. Si par contre, on a cette hydroxylation qui survient sur le carbone 4, bon, ça, ce n'est pas bon. Le problème, c'est très difficile à tester parce qu'il y en a très peu. Donc, les ratios, ça ne tient pas bien la route. J'ai déjà essayé des labos en Allemagne, mais c'était pas… Enfin, bref, ça ne fonctionnait pas à mon goût. Mais ce qui est très courant, beaucoup de labos le font, c'est l'hydroxylation sur le carbone 16 alpha, ou en position alpha sur le carbone 16, je crois plus exactement, qui, elle, n'est pas une bonne hydroxylation. Donc, forcément, quand vous avez un rapport 2OH sur 16 alpha OH qui est bas, ce n'est pas bon. Il n'y a pas beaucoup de 2, il y a trop de 16 alpha. Okay? Et donc, selon les labos, vous aurez des normes et des zones de référence. Et bon, moi, j'utilise un code couleur. Je ne vais pas vous montrer encore mes marqueurs parce que ça va franchement commencer à vous faire avoir un peu des doutes. Mais il y a du vert, il y a du jaune, il y a de l'orange, il y a du rouge. Alors, quand j'ai un flag rouge dans mon ratio 2 sur 16 alpha-hydroxyœstrone, on est déjà mal barre. Si derrière ça, j'ai une super phase 2 avec des GST du tonnerre de Dieu, avec une COMT pimpante, à la rigueur hétérozygote, bon, OK. Et voyons l'histoire familiale. Hein? Si par contre, j'ai une mauvaise phase 1 et une phase 2 qui ne rattrape pas le coup, flag rouge. Moi, je ne donne pas de traitement hormonal substitutif et je ne donne pas de cancer du sein à mes patientes. Touchons du bois, il y en a plein ici. Hein, je fais très attention. Donc, prescrire des traitements hormonosubstitutifs à tout va, sans rien vérifier, OK, c'est de la médecine classique. On soulage beaucoup de femmes, mais moi, je ne suis pas d'accord de soulager 100 femmes. Allez, soyons corrects. Je ne suis pas d'accord de soulager 1000 femmes et de donner un cancer du sein. Et là, je suis quand même optimiste. Hein? Donc, voilà, ça c'est un des trucs. Alors, c'est un peu à l'avenant, hein, ça dépend un peu de comment ceci s'articule, mais si vous voulez, là, on est en plein dans le sujet de la prévention du cancer du sein. Alors, on va peut-être finir ce sujet-là, parce que n'ayez pas peur, on va arriver évidemment à l'endométriose, mais est-ce que vous avez encore des choses à ajouter sur la prévention du cancer du sein? On vient d'évoquer pas mal de choses. Yoni. Non, la consommation de phytoestrogènes peut être bénéfique pour les patientes. Il y a des études qui ont montré, notamment en Chine et au Japon, qu'il y avait moins de cancer du sein parce que les patientes consommaient beaucoup de soja. Donc, ça, c'est encore une fois au cas par cas, mais ça peut être intéressant en tout cas d'un point de vue… Alors, explique le principe de ça, parce que ça paraît bizarre, mais… Ça va activer donc des récepteurs, les récepteurs qui sont bêta aux oestrogènes, qui sont plutôt bénéfiques, donc préventifs par rapport au cancer du sein, par rapport aux récepteurs alpha qu'on trouve dans le sein, dans le côlon aussi également, dans d'autres organes où ça peut poser un peu plus de problème. Donc, c'est une histoire de récepteurs, je crois que c'est ça, c'est au niveau des récepteurs bêta. Alors, est-ce qu'on peut dire, pour que ce soit assez facile à comprendre,
qu'en plus, quand on a un phytoœstrogène qui est un œstrogène très léger, qui occupe un récepteur, ben, il n'y a pas un vilain canard d'œstrogène mal détoxifié par un foie foireux qui a une mauvaise phase 1 et ou une mauvaise phase 2, lui ne sait plus accéder. Donc, on empêche des dégâts plus importants, ou en tout cas, on protège finalement le récepteur sans donner une stimulation œstrogénique majeure. Tu es d'accord avec ça? Exactement, ouais, c'est vraiment ça. Bon. Ok, ben oui, mais c'est parce que effectivement, c'est parfois très décrié les phytoœstrogènes. Moi, j'aime bien. Les graines de lin, j'aime bien les phytoœstrogènes de soja. Bon, évidemment, bon, si ce sont des femmes qui ont eu un cancer du sein, on est dans un autre univers là, hein, mais on parle ici de prévention. On parle ici peut-être d'adoucir une dominance œstrogénique, parce que c'est vrai que ça peut aussi faire partie d'un traitement de la dominance œstrogénique. Moi, je suis un peu obsédé par ma pregnénolone, je trouve que ça marche très bien. Je remonte mes taux de progestérone à J20, J21 grâce à la pregnénolone. Mais faut-il encore pouvoir donner la pregnénolone? Parce que je ne vais pas donner de la pregnénolone si j'ai un taux sanguin de pregnénolone élevé. Je suis bloqué, alors je dois m'orienter vers de la phyto. Et les phytos, ce qui est intéressant, c'est que les œstrogènes, en fait, sont des hormones qui sont liposolubles, donc solubles dans le gras, et elles sont transportées par la SHBG. Donc, c'est Sex Hormone Binding Globulin. Et on sait que les phytoœstrogènes, elles vont augmenter la sécrétion de SHBG pour qu'elles puissent, en fait, transporter les œstrogènes. Donc, ça va diminuer les œstrogènes circulants. C'est un autre mécanisme. Parce que l'œstradiol circulant va être davantage fixé sur la sex hormone binding globulin. Ouais, donc on aura moins de formes libres. On sait qu'il y en a très peu déjà, mais il y en aura encore moins. Alors, la sex hormone binding globulin, la SHBG, est sécrétée par le foie. Hein, c'est une grosse protéine, comme toutes ces protéines transporteuses d'hormones et de tout. Hein, la protéine qui transporte le fer, la transférine, c'est pareil, elle est aussi sécrétée par le foie. Mais en tout cas, pour la SHBG en particulier, quand il y a une augmentation de l'activité hépatique, par exemple en hyperthyroïdie, ou alors dans les traitements thyroïdiens excessifs, je vous renvoie au webinaire précédent, quand on donne trop de T3, donc la T3 n'est pas appropriée à ces doses-là. On peut avoir une augmentation de la SHBG, hein, donc ça peut être testé aussi, la SHBG, parfois quand on a des cas complexes, ça doit être testé. Et alors, la pilule contraceptive fait augmenter la SHBG, mais alors parfois dans des proportions totalement délirantes. Bon, ce qui a des effets pervers, parce que la SHBG fixe aussi la testostérone. Et donc, quand vous avez beaucoup trop de SHBG, vous n'avez pas de testostérone libre. Et donc, il y a des symptômes de déficit en testostérone qui ne sont pas agréables non plus. Donc, tout ça est de nouveau assez complexe. Alors, je vois ici passer dans les questions. Est-ce qu'on a fait le tour de tous ces phytoœstrogènes? Il y a le red clove, le trèfle rouge aussi, non? Ouais. Et alors, on nous met ici le kudzu. Oui, c'est un isoflavone, tout à fait. Hein, kudzu, oui, qui est bien. Oui, en source de flavone, en fait, on en a pas mal. On a le houblon, fenouil, kudzu, le lin aussi. Le houblon, c'est un gros truc, le houblon. Hein. C'est pour ça que les fameux houblon, les buveurs de bière masculins ont aussi des seins, c'est-à-dire, voilà. Et a priori aussi la luzerne et la réglisse, voilà, pour être complet, pour les sources de flavone. Oui, la luzerne. Bon, alors, oui, le YAM comme progestérone-like. C'est-à-dire qu'il est un fait que la pregnénolone que vous pouvez obtenir en pharmacie sur prescription médicale est faite à partir d'igname sauvage. Hein. C'est transformé en laboratoire.
on ne sacrifie pas des humains pour en extraire la pregnenolone. Nous n'encourageons en tout cas pas ces pratiques. Et donc, c'est un peu le traficotage des précurseurs progestéroniques qu'il y a dans l'igname sauvage. Et donc, ça fait sens, effectivement, que l'igname soit plutôt un soutien de la progestérone. Bon. On a fait le tour de ce sujet-là? Ouais, pour moi, c'est bon. David, tu appelles éventuellement un témoignage, éventuellement celui de Céleste pour basculer voilà, vers Céleste. l'endométriose. C'est OK, Céleste? Vas-y, elle a ouvert son micro, c'est go. Je suis en pyjama, comme ça, voilà, c'est pour ça que c'est bien, mais on n'aurait pas cru, je pensais. Voilà, comme ça, je suis en pyjama. Je sais pas, j'explique spontanément en quelques minutes. Mais oui, on n'a aucune idée de ce qu'il va être dit, mais c'est ça qui est intéressant. On va essayer d'en faire quelque chose d'utile pour toi, mais aussi pour tout le monde. Je te tutoie parce que, bon, j'ai quand même bien connu ton papa, etc. Mais sinon, je ne tutoie pas normalement dans les webinaires, mais ici, c'est un peu particulier. Vas-y. Du coup, moi, maintenant, je vais bientôt avoir 24 ans, donc dans le mois prochain. Et donc, moi, j'ai été réglée quand j'avais 12 ans à peu près. Et j'ai commencé à avoir des règles hyper douloureuses vers mes 14 ans. Donc, j'étais réglée en fait 3 semaines d'affilée, puis plus réglée, puis réglée. Donc, j'avais beaucoup d'anémie. Et donc, tout de suite, la solution de mon gynéco, donc j'ai été chez le gynéco de ma maman, c'est ce qu'on fait souvent, je pense. Et du coup, moi, j'ai eu une pilule tout de suite à mes 14 ans. Et dès mes 15 ans, puisque les douleurs s'amplifiaient, j'ai eu une pilule en continu, en fait. Et donc, depuis mes 15 ans, j'ai une pilule en continu. C'est un cheminement très difficile, la pilule, parce que là, j'ai commencé une nouvelle le mois dernier, et donc c'est ma 12e pilule, en fait. Donc voilà, en continu toujours. Et donc, en fait, de mes 14 à mes 19-20 ans, on n'a pas trouvé de solution. Donc, on m'a jamais parlé d'endométriose, on m'a jamais parlé de quoi que ce soit. Les douleurs se sont vraiment amplifiées quand j'ai l'année de mes 19-20 ans. Donc là, je suis partie faire un voyage à l'étranger. Quand je suis rentrée, on m'a dit que c'est sûrement parce que j'avais été déréglée avec le décalage horaire et ma pilule, etc. Et finalement, c'est mon médecin généraliste qui m'a dit, bah tiens, tu irais bien faire une IRM parce qu'avec tes symptômes, je me pose quand même pas mal de questions. Et donc, je suis allée faire une IRM où là, on a d'abord, en tout cas, suspecté de l'endométriose et de l'adénomiose, donc de l'endométriose à l'intérieur de l'utérus. De là, je suis allée voir 3 gynécos, dont un qui m'a dit c'est pas grave, de toute façon, c'est comme ça, il y en a plein qui en ont, donc pas de solution, quoi. Et puis. Céleste, attends. Je t'interromps parce que là, j'essaie de caser ça. Le moment est parfait. Oui. Donc, leur argument, c'était de dire il y a tellement de femmes qui ont ça que, bon, voilà. C'est comme c'est. Ce sont des femmes. Enfin, en gros, c'est ça l'explication. C'est ça le problème. Bon. Alors, ici, c'est quand même mieux que ça. C'est moins mauvais que ça, mais ça m'a quand même sidéré. C'est un article que j'ai trouvé dans Le Soir, auquel je suis abonné, le 2 mars, donc il y a 13 jours. Voilà. Et donc, je l'ai imprimé et je suis resté bouche bée. Un peu comme on est bouche bée à entendre ce que tu as dû entendre, bon, et que tu nous répètes. Et voilà. Endométriose. Alors là, franchement, là, ça va te parler d'ailleurs avec mon père, ex-champion de Belgique de cyclisme professionnel, quand même, pour mettre un play des chats. Endométriose, contre la douleur physique, le sport est une piste à creuser. Donc, mesdames, souffrant d'endométriose, allez courir. Alors, bon, c'est pas faux. On est d'accord que c'est pas faux. Mais, alors, il y a des choses intéressantes dans l'article. 10% le nombre de femmes en âge de procréer atteintes d'endométriose. Donc, il y en aurait 190 millions à l'échelle mondiale. Donc, le chiffre est quand même un peu approximatif, mais ça donne un ordre de grandeur. C'est énorme. Et puis alors, pour ça, c'est pas mal parce qu'il y a des clichés, c'est sûrement psychologique, tu en fais des caisses,
T'es un peu chochotte? Non. Bon, c'est le soir, hein, c'est pas moi qui. C'est le genre de vocabulaire, je ne dis jamais ça d'ailleurs. Bref, ces phrases, une multitude de femmes les entendent au quotidien. Alors, bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on on nous fait un lien avec l'infertilité. 40% des femmes atteintes d'endométriose ont un problème d'infertilité. Ça, tu vas peut-être rebondir là-dessus. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu vas évoquer, tu vas voir. Et alors, bon, ce qui est pas mal, c'est ce sous-titre de l'article, une maladie invisible et complexe. Hein? Règles douloureuses, fatigue chronique, douleurs lombaires, saignements, troubles digestifs. Tu vas nous dire là-dedans ce qui est pertinent chez toi ou pas. Les souffrances liées à l'endométriose sont nombreuses et peuvent varier d'une femme à l'autre. Ce qui joue un rôle primordial dans les difficultés diagnostiques, la preuve, hein, combien d'années tu as mis pour avoir un diagnostic, et la sous-évaluation du nombre de malades. C'est pour ça que leurs chiffres, je ne sais pas ce qu'ils valent, parce qu'on passe à côté. Enfin, voilà. Mais ici, il donne le cas, j'espère que ce n'est pas toi, parce que je vois une jeune femme âgée de 24 ans. Non, ce n'est pas toi. Ce serait quand même la meilleure. Bon, mais voilà, visiblement, diagnostiquée à 19 ans, elle se remémore, dès le départ, mes règles étaient très douloureuses. Je suis allé voir un gynécologue qui m'a tout de suite donné la pilule en me disant que ça pouvait apaiser la douleur. Voilà, bardaf, bim, bam, boum, on est dans la presse, grand public et dans le cas vécu. Tu vois, c'est génial. Alors, moi, je veux bien hein, le sport, hein, une piste contre la douleur. Mais enfin, bon, si on n'a que ça à proposer, mesdames, mesdemoiselles, mesdames, hein, bon, voilà. Je t'ai interrompu, mais je trouvais que c'était interpellant parce que, bon, voilà, c'est un journal, un grand média, et visiblement, si on lit entre les lignes, si on en est à conseiller à ces femmes de faire du sport, c'est quand même la cause de leur endométriose, c'est quand même pas un manque de pratique sportive. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus, hein? Bon, c'est qu'on est quand même fort démunis et on essaye ce soir de donner des pistes. Voilà, je me tais. Non, mais c'est très bien, ça aurait pu être moi, c'est marrant. Du coup, moi, au niveau des symptômes, peut-être que ça, je peux dire. Oui, parce que d'une personne à l'autre, ils sont différents. Moi, c'était surtout au niveau de la vessie. Donc, j'ai eu vraiment des infections urinaires en fait à répétition, mais très très fortes, parfois hémorragiques. Donc, voilà, j'avais une grosse anémie, des douleurs pendant les rapports aussi, symptômes des troubles intestinaux, ça très fort aussi, et vraiment des douleurs de règles, mais tout le temps finalement, tout le temps dans le bas du ventre, et tout le temps un ventre qui gonfle, qui dégonfle, et qui voilà. Donc, ça, c'était un peu mes douleurs. Et donc, quand j'ai eu l'année de mes 19-20 ans, ça s'est vraiment hyper fort amplifié. Donc là, j'ai fait mon IRM. Et le gynécologue, donc il y en a un qui m'a pas très bien reçu, je vais dire, qui m'a dit voilà, tu continues. Jamel, c'est la vie, qui m'a dit c'est pas grave, ça passera, donc voilà. Et puis donc j'ai continué, c'est en fait le gyné chez qui j'allais depuis mes 14 ans, du coup, m'a fait, avant de savoir que j'avais l'endométriose, il m'a dit un jour que après un contrôle, que je faisais probablement une fausse couche. Donc, je crois que j'avais 17-18 ans. Et donc, c'est vrai qu'avec mon compagnon à l'époque, on s'est quand même posé la question tout le week-end en se disant voilà, que j'avais fait une fausse couche. Alors qu'en fait, le lundi, j'avais les résultats finaux et que pas du tout. C'était de l'endométriose et pas une fausse couche. Donc, j'ai quand même accumulé les gaffes. Et finalement, ce gyné m'a proposé une opération. Donc, il m'a dit qu'il avait bien étudié tout ça et qu'il pouvait m'opérer pour l'endométriose. Donc, j'ai été opérée en juin 2020, en plein Covid. Donc, c'était pas super chouette. J'étais toute seule à l'hôpital. Donc, voilà, j'ai pas été super bien reçue non plus, mais je me suis fait opérer. Et quand je me suis réveillée, en fait, j'ai plus vu mon gynéco. J'ai jamais eu de compte rendu d'opération de mon gynéco, sauf quand moi, j'ai pris un rendez-vous chez lui quelques temps après. Et quand moi j'ai pris un rendez-vous chez lui, ce qui était assez bizarre, c'est qu'il m'a dit ben voilà, tu avais des ligaments hétérosacrés très tendus, mais pas d'endométriose, donc tout va bien, maintenant c'est bon, on comprend pourquoi tu avais mal, mais tout va bien. Et en fait, finalement, un autre chirurgien qui était là ce jour-là, qui est venu me voir, m'a dit qu'en fait, si j'avais plein de kystes, j'avais de l'endométriose et de l'adénomyose. Donc là, le truc, c'est qu'il fallait faire le tri entre les diagnostics finalement. Donc cette opération m'a vraiment beaucoup soulagée. Donc pendant 2 ans et demi, j'ai été mieux, je vais dire. Et ici, depuis janvier de cette année, même fin de l'année passée, ça recommence. Donc c'est pour ça qu'on m'a encore prescrit une nouvelle pilule.
Maintenant, je suis suivie à Liège. Il y a une clinique spécialisée dans l'endométriose et donc je suis suivie là par une gynécologue spécialiste qui m'a dit que c'était très fort chez moi. En fait, ça revient très vite chez moi. Donc, d'une écho à l'autre, de 6 mois à 6 mois, en fait, ça évolue très vite. Et donc, elle dit qu'à mon âge, l'objectif, c'est pas de m'opérer. Elle pourrait m'opérer plein de fois, mais elle dit que voilà, c'est pas son idéal parce que ça va détendre ma vessie et que voilà. Donc voilà, pour le moment, j'en suis là. Le dernier contrôle n'était pas super bon. J'en ai fait en mois de février. Je précise quand même que j'ai appelé pour un rendez-vous d'urgence parce que je sens que ça revient et qu'on m'a d'abord mis un rendez-vous en février 2024. Donc, mon médecin a rappelé. J'ai eu un rendez-vous chez une de ses collègues spécialistes en fertilité, du coup, qui, elle, m'a vue, qui n'a pas trouvé un de mes ovaires à l'échographie. Je suis bien restée 1 heure la dernière fois. Apparemment, tout serait recollé, en fait. Donc, de nouveau, l'utérus qui est rempli de petits kystes. Donc, voilà. Et donc là, je dois faire une IRM en urgence fin avril. Et j'ai de nouveau un rendez-vous chez ma spécialiste fin avril. Donc, voilà où j'en suis pour le moment, quoi. Alors oui, le sport m'a aidée, donc je fais du sport, mais ce n'est pas la solution miracle, en tout cas, je ne suis pas guérie, quoi. Donc voilà. Et donc c'est vrai que la dernière fois, ça c'est peut-être un truc que je peux préciser. L'année dernière, lors du contrôle, elle m'a quand même fait comprendre que voilà, si on voulait des enfants, il ne fallait pas qu'on traîne de trop et qu'on attende 10 ans. Donc voilà, et que la seule solution pour moi d'être tranquille, ce serait de me retirer mon utérus. Donc voilà un petit peu ce que j'ai entendu l'année dernière à mes 23 ans. Donc voilà. Voilà, je pense que c'est déjà un bon résumé. Merci Céleste, mais bon, c'est dur à vivre et c'est presque dur à entendre. En tout cas, qu'en penses-tu, Yoni, d'un cas pareil? Ouais, c'est dur. C'est dur et il faut rester humble face à cette maladie parce que on a des pistes, mais c'est complexe quand même. Ouais. Bon, alors, justement, bonne transition, tu vois, rien de tout ça n'étant préparé à l'avance, ça se fait de manière très logique et naturelle. Bon, j'ai quand même une expérience, moi, à partager, étant donné qu'elle est quand même vachement plus longue que celle de nos 2 jeunes médecins de ce soir. Et c'est une expérience que je vais vous partager là maintenant, qui est à l'envers, enfin, ça ne se dit pas à vous partager, que je vais partager avec vous. Oh, j'entends tout le temps dire ça, ça m'énerve. Que je vais partager avec vous. Ce n'est pas un verbe transitif, etc. Parce que c'est frappant. Mais alors, vraiment frappant. Parce que je pense qu'on ne peut pas nier que j'ai une grosse expérience clinique avec énormément de patients sur énormément d'années. Bon, no comment. Et je constate ceci. C'est une constatation que je vous propose. OK ? Mais on va voir si ça nous aide à avancer le schmilblick, pour reprendre l'expression. Quand je regarde en arrière et que je consulte des dossiers de patientes qui sont dans ces tranches d'âge-là, etc., et je le fais notamment chez celles qui ont une dominance œstrogénique, donc vous voyez, on rattache ça à ce qu'on a dit avant, en soulignant qu'on vous donne des pistes pour lutter contre la dominance œstrogénique, je constate qu'il y a un certain nombre de femmes qui sont venues vers moi avec essentiellement une plainte d'endométriose. C'est comme ça qu'elles sont arrivées, il y a 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Mais j'ai oublié qu'elles sont venues pour ça. Il faut que je retrouve ça dans le dossier. Ah ben mince, oui, c'est vrai, c'était la plainte de départ. Alors, parfois, je n'ai pas vraiment oublié, mais c'est là, à l'arrière de ma mémoire, et il faut que je fasse un effort pour m'en souvenir. Alors, donc, première constatation. Deuxième constatation, et là, Goliath, maintenant, avait un peu chaud, je crois qu'il est dans son... Oh, il est passé, enfin, bref. Il est là par terre, sur le pavé. En tout cas... sur la tête de Goliath, donc ça, je suis très sérieux avec ça. Je ne vois pas, je ne trouve pas, je ne peux pas imaginer laquelle de mes patientes que je suis régulièrement, 1 fois, 2 fois par an, depuis longtemps, se plaint d'endométriose. Je n'ai pas de cas d'endométriose dans ma pratique pour des patients réguliers, parce que bon, évidemment, il y a des patients qu'on ne voit plus, peut-être que ceux-là ne vont pas bien, mais
tout cas, les patients que je soigne régulièrement dans un cadre de médecine fonctionnelle essentiellement, bien-être, prévention, ils ont parfois d'autres plaintes, hein, je vais y venir de toute façon, mais donc je les soigne pour d'autres choses. Je n'ai pas d'endométriose comme plainte et je n'ai pas de patientes qui doivent être, par exemple, opérées pour de l'endométriose. Aucune. Aucune. Mais, alors, qu'est-ce que je fais? Je m'occupe des intestins, toujours, c'est l'obsession. Est-ce que je vois? Il y a mon livre là derrière, hein? Bon, quand même écrit il y a plus de 20 ans. Donc, je m'occupe des intestins, je les mets en ordre le plus possible. Bon, parfois, ce n'est pas parfait, mais c'est en général quand même beaucoup mieux. Et pour que les intestins se portent bien, il me faut un équilibre thyroïdien raisonnable et il me faut une fonction surrénalienne suffisamment costaude pour être compatible avec la vie moderne et tous les stress qu'il peut y avoir de part et d'autre, surtout que ce sont souvent des mères de famille ou des femmes qui sont à la tête d'entreprise, et plein de choses comme ça qui sont un peu typiques de ma patientèle. Donc, bons intestins, thyroïde maintenue, surrénal optimisé. Pas d'endométriose. Pas d'endométriose. Alors, est-ce que je suis en train de dire, toutes celles qui souffrent d'endométriose, faites ça, ça va tout guérir? Non. Mais ça mériterait quand même d'être mis en place et je pense que notamment dans ces pilules qu'on donne pour l'endométriose, il y a un cercle vicieux. Si vous voulez, la pilule est très mauvaise pour la fonction surrénalienne. Et donc, elle dégrade la fonction surrénalienne dans beaucoup de cas. On a vu aussi qu'elle agit sur la production des SHBG. Donc, il y a un dérèglement des autres hormones quand on donne des pilules. Alors, il y a différents types de pilules. Il y a des pilules plutôt estrogéniques, il y a d'autres qui sont plutôt progestéroniques. Je ne sais pas, moi, parce que, bon, vu que je n'ai pas ça chez mes patientes, mais pour mes collègues, là, les pilules qu'on donne à ces femmes-là, ou éventuellement Céleste, c'est des pilules plutôt progestéroniques ou pas nécessairement? Progestatifs, ça s'appelle en général, ça wisse maintenant, ça wisse. C'est des progestatifs. Et oui, voilà, donc c'est la logique, mais c'est ma logique aussi de corriger la dominance œstrogénique avec une correction éventuellement de la prégnénolone en amont pour remonter la progestérone. Hein, parce que les pilules progestatives, bon, c'est des progestagènes, ce n'est pas de la progestérone bioidentique, donc il y a toujours un peu des soucis des hormones artificielles, des hormones synthétiques. Et donc, pourquoi pas? Parce que ces pilules-là qui seraient néfastes pour la fonction surrénalienne, si c'est le cas, bon, probablement d'une pilule à l'autre, hein, chaque pilule pourrait être vue en tant que telle et n'aura pas nécessairement le même impact, et puis l'impact sera différent d'une patiente à l'autre, mais ça me paraît intéressant de penser que si en toile de fond, il y a une insuffisance surrénalienne, peut-être pas extrême, et donc qui passe inaperçue, et c'est ça la vidéo sur les surrénales qui est presque concomitante avec ce webinaire, si cette insuffisance surrénalienne est ignorée, négligée, sous-estimée, non détectée, eh ben, on est dans un cercle vicieux. Hein? Alors, ce qui était intéressant avec le cas de Céleste, c'est qu'elle nous parle des intestins, elle a des problèmes intestinaux, elle vient de poster ici, pour ceux qui écouteront évidemment sur la chaîne YouTube, qu'elle prend du curcuma comme anti-inflammatoire naturel, qu'elle a étudié son alimentation pour voir ce qui lui convenait le mieux ou ce qui lui provoquait le plus de douleur et qu'elle a changé des choses et qu'elle gère ça mieux. Bon, mais ça, si elle change son alimentation, ça veut dire qu'elle travaille sur ses intestins. Donc, on a les intestins et on a les surrénales. Et alors, si on a ça, je peux vous dire que le troisième
pilier du trépied, ben, évidemment, c'est la thyroïde. Et je peux vous dire que si vous espérez solutionner des cas d'endométriose avec un terrain thyroïdien que je vais qualifier de foireux, si je me permets le mot, eh bien, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Julien. Tu as aussi, je pense, quand quand tu expliques que tu n'as pas de femmes opérées d'endométriose dans ta patientèle, tu as aussi la prise en charge du stress oxydant, qui est aussi un gros morceau de l'endométriose. Notamment, il y a pas mal d'études qui montrent les effets d'une supplémentation en vitamine C, en vitamine E, en N-acétylcystéine, qui est le précurseur du glutathion. On a aussi beaucoup d'études sur l'acide alpha-lipoïque. Donc ça aussi, c'est un axe sur lequel il faut également travailler dans la prise en charge de l'endométriose. Ce que Céleste fait avec sa curcumine. Tout à fait. Exactement. Bon, on n'a pas appelé Céleste pour rien. Soyons clairs. Bon, très bien. Bon, tout ça est très bien parce que, étape suivante, le temps passe, il nous reste relativement peu de temps. Qu'est-ce qu'on avait dit? 13 minutes. Et répétons, bonne santé intestinale. Donc, surtout éviter de l'hyperperméabilité intestinale, intestin poreux, leaky gut. Attention au gluten qui va nuire aux intestins de beaucoup de gens, pas tout le monde. D'ailleurs, une étude là-dessus sur régime sans gluten et amélioration des douleurs liées à l'endométriose. Je pourrais te l'envoyer. Mais mets-le sur le chat. Peut-être Okay. Céleste pourrait nous dire sur le chat si dans ces changements alimentaires, ce qu'elle a trouvé qui était efficace dans ces changements alimentaires, parce qu'on va poursuivre avec son cas clinique via le chat. Et donc, quand je soigne, moi, des patients atteints de problèmes auto-immuns, parce que ça, c'est ce qui m'amène le plus de demandes. Moi, je suis connu, surtout dans le monde anglo-saxon, pour aider des gens qui ont des problèmes d'auto-immunité, qu'elles soient thyroïdiennes, thyroïdite auto-immune, comme d'ailleurs notre premier cas de la soirée qui était Sylvie, et que ce soit d'autres maladies auto-immunes. J'ai fait aussi beaucoup de sclérose en plaques, notamment en Écosse et dans les îles Shetland. Je suis vraiment focalisé anti-auto-immunité. Je suis obsédé dans tous mes programmes, même quand c'est borderline, qui a un peu d'anticorps, mais qui ne sont pas pathologiques. Moi, j'ai une hantise de l'auto-immunité. Est-ce que ce ne serait pas aussi pour ça que je n'ai pas d'endométriose chez mes patientes que je continue à voir de manière régulière? Et là, je voulais renvoyer la balle à Yoni parce qu'il a une publication, je trouve, très intéressante que je voudrais bien qu'il présente à tout le monde. Et pour faire le lien avec ça, j'ai alors un autre cas clinique que j'ai pêché sur, alors ça c'était où? Je crois que c'est Facebook. Sur ma page Facebook, sur mon profil Facebook, je crois que je dois dire, c'est Stéphanie qui nous dit qu'elle s'intéresse à la médecine fonctionnelle depuis peu, surtout depuis que j'ai commencé à avoir des soucis digestifs. J'ai tous les signes d'une dysbiose intestinale, nous dit-elle, ballonnement, selles malodorantes, sensibilité au gluten, intolérance à de plus en plus de choses, lactose, fructose, gluten, etc. Son médecin traitant n'a rien trouvé de mieux à faire que de lui donner un probiotique. Bon, voilà. Et alors, elle me demande une piste pour sortir de cela. Et elle me dit, c'est ça qui est fascinant, il y a encore 6 mois d'ici, tout allait bien, je mangeais de tout et aucun souci. Mais il y a 6 mois, c'est à partir du moment où j'ai apporté ce changement, j'ai changé de pilule contraceptive
et tout s'est manifesté. Que faire à ce stade-ci? Ça nous rattache avec tout ce qu'on vient de dire, hein, parce que si on donne de l'endométrio, des pilules contraceptives, entre guillemets, pour soigner l'endométriose, alors qu'ici, quelqu'un qui commence à prendre une pilule contraceptive présente tous les signes de la dysbiose intestinale, vous comprenez un peu l'absurdité de tout ça. Et rien de tout ça n'est de la médecine fonctionnelle. En médecine fonctionnelle, on va essayer de soigner les intestins d'un côté, on va essayer d'équilibrer tous ces grands secteurs hormonaux, thyroïde, surrénal et les déséquilibres œstradiol, progestérone. Et donc, en fait, ce que Stéphanie nous présente ici, c'est pour ça que je te renvoie la patate chaude, Yoni, c'est quelque chose qui commence à ressembler effectivement, elle le dit elle-même, à une dysbiose intestinale. Et quelque part, c'est comme ça qu'on peut développer des problèmes auto-immuns. Bon, voilà, tout tourne dans toute cette sphère-là. Alors, je trouvais que c'était le moment de parler de cet article que tu m'as envoyé ce matin et que tu peux nous présenter. C'est une méta-analyse. Donc, une méta-analyse, en fait, c'est une compilation de plusieurs études qui ont été réalisées sur un même sujet. Donc, en l'occurrence, c'était sur l'endométriose. En 2019, donc, ils ont regroupé 26 études et au final, ils en ont retenu que 5 qui ont vraiment été pertinentes. Mais sur les 5, ils ont montré vraiment un lien entre l'endométriose et les maladies auto-immunes. Donc, c'était la maladie cœliaque, c'était la thyroïdite, l'Hashimoto, la sclérose en plaques, le diabète de type 1, le lupus ou la polyarthrite rhumatoïde. Donc, il y a un véritable lien entre une auto-immunité et le développement de l'endométriose. Mais ça doit passer, comme tu le dis, et toutes les genèses des maladies auto-immunes passent toujours par l'intestin. Donc, ça passe forcément par un leaky gut. J'ai mis le lien sur le chat de l'étude. Oui, tout le monde n'aura pas l'accès au chat, évidemment, avec les vues sur YouTube. Donc, je vais bien montrer l'article, mais disons un peu plus, essaye de peut-être nous lire au pied levé la conclusion. La conclusion, c'est qu'ils disent que les associations observées entre l'endométriose et les maladies auto-immunes suggèrent que les cliniciens doivent être conscients de la coexistence potentielle de l'endométriose et des maladies auto-immunes lorsque l'une ou l'autre est diagnostiquée. Donc, dès qu'il y a une maladie auto-immune, il faut y penser, quoi. Et inversement. C'est ça qui m'interpelle. Moi, j'ai une majorité de patients avec des problèmes auto-immuns. Je corrige ça en général. Je pense que j'arrive à des bons résultats, pas chez tout le monde, mais quand même, j'aide pas mal de gens. Et dans cette population-là, il n'y a pas d'endométriose. Mais quelque part, je constate ça, moi, sur le terrain. Donc, c'est un peu ça la conclusion à laquelle je voulais arriver avec l'endométriose. Intestin, donc diète. Alors, Céleste nous a mis quelques éléments de sa diète. Ce serait peut-être intéressant de savoir quel est son génotype ApoE pour savoir un peu comment elle doit gérer les graisses, les glucides par rapport à leur équilibre respectif. La thyroïde, alors là, de toute façon, c'est essentiel. Et les surrénales qui sont probablement les plus mal lotis dans toute cette histoire. Alors, Georges, je rajouterais peut-être un polymorphisme qui est le FUT2. On pense peut-être un peu moins à lui, mais quand les patients sont FUT2 non sécréteurs, ils sont plus à risque de développer des maladies auto-immunes. Oui. Et forcément des leaky gut, des dysbioses. Donc, moi, c'est vraiment un des polymorphismes que je teste le plus souvent. Tu as tout à fait raison. J'ai un cas là qui m'a vraiment fait super plaisir. C'est une patiente qui venait me voir à Londres il n'y a pas si longtemps, il y a juste 3 ans. Elle est toujours patiente. Je soigne toute la famille d'ailleurs depuis, charmante, avec une maladie de Sjögren, mais sévère, vraiment sévère. Jamais vu un Sjögren aussi sévère chez une femme très jeune, 38 ans, superbe, et qui n'avait jamais été malade en aucune manière et qui est venue avec ça, truc assez catastrophique. Et je la vois pour la première fois, elle m'explique, elle a tous ses rapports évidemment du rhumatologue, elle était très bien prise en charge à Reykjavik. Et alors, je lui dis, moi ce que je fais là-dedans, c'est comme tu viens de le suggérer, c'est mettre de l'ordre dans les intestins.
Et je savais bien, je connaissais le lien. Il y a un gros lien entre le FUT2 homozygote variant et la maladie de Sjögren. Et je lui ai dit, je vais tester votre FUT2. Alors, je ne sais pas comment j'ai osé dire ça. Je parie que vous n'êtes pas capable, génétiquement parlant, d'amener du fucose pour protéger votre muqueuse intestinale. Alors, évidemment, quand elle a reçu son résultat FUT2 homozygote variant, ce qui n'est jamais qu'une personne sur 5, donc j'ai pris un risque, mais un risque calculé. Bon, ça a créé une bonne collaboration. Elle s'est bien rendue compte que bon, c'était important de soigner ses intestins et dès qu'elle reprend du gluten, c'est cataclysme. Hein, et quand elle se tient à ne pas en manger, elle a eu du mal à accepter ça parce que bon, elle ne s'est jamais sentie malade, elle n'a jamais eu des difficultés avec elle n'a pas de réaction à la prise de gluten, mais alors sur sa pathologie auto-immune, c'est désastreux. Okay, voilà. Mais donc, tu vois, tout se tient. Hein, tout se tient. Et merci pour cette remarque-là. Donc, voilà, c'est un peu le triangle, non pas des Bermudes, mais la nutrition, avec l'intestin très attaché à ça, les hormones, mais sans lesquelles les intestins ne vont quand même pas bien fonctionner, et la génomique qui nous éclaire sous tout un tas d'angles complémentaires. Bon, voilà, on a presque plus de temps. David, c'est à toi à peut-être un peu tirer, je ne sais pas, tu tires des conclusions. Qu'est-ce que tu penses de… ça s'est passé comment pour toi qui est resté là, n'étant pas du… Tu ne souffres pas d'endométriose, David, dis-nous. Non, pas du tout. Bon, qu'est-ce que tu penses alors des débats? Ben, c'était comme d'habitude, tu as envie d'écouter, encore écouter, encore écouter. Après, malgré que j'aime bien bouger, ben, je suis resté à 95% actif. Donc, non, c'était très bien, comme d'habitude. Bon, tu désannonces nos jeunes collègues? Tu les fais dire au revoir? Ben, avant, est-ce que tu ne veux pas parler de ton prochain webinaire qui se déroule le 17 mai? Ah oui, oui, ça c'est sur la diète idéale. Ça, c'est sur la diète idéale. Goliath pleure, à mon avis, il peut aller faire un petit pipi, il en a marre, c'est l'heure. La diète idéale, le régime idéal, bon, qui évidemment, n'existe pas. Mais on verra si c'est la conclusion des débats et on vous annoncera ça. Il y aura évidemment Abdelaziz, il y aura surtout des naturopathes et nutritionnistes. Les médecins seront priés d'aller voir ailleurs ce jour-là. Je me débrouillerai avec nos autres collaborateurs. Voilà, et moi je ne désannonce pas. Goliath vous dit au revoir, il a un gros besoin d'aller faire une petite sortie. Et donc on attend les adieux de nos deux Julien et Yoni. Et pour ce faire, il nous reste très exactement 3 minutes parce que j'ai peur que ça ne se coupe après 1h37 minutes comme malheureusement dans le webinaire précédent. Non, j'ai prolongé ce qu'il fallait. Ah. Julien, vas-y, ton petit mot de la fin. Eh bien, on va faire simple. Merci à tous pour votre présence. Je vois qu'il y avait quelques questions sur le chat. Si jamais des personnes ont encore des questions, ont besoin des études scientifiques, etc., si ça vous intéresse, évidemment, je suis disponible pour toutes les questions qui pourraient venir après le webinaire. Voilà. Merci, Julien. En général, David, Julien, le mot de la fin, c'est FAIM avec lui, tu vois. C'est un peu le problème, quoi. Chocolat, café, Costa Rica, enfin, c'est un peu tout ça, quoi, tu vois. Ok, je vois. Je suis fiché. Et fichu. Aussi. Yoni, à toi? Ouais, ben, merci à tous. C'était vraiment très intéressant. Je pense qu'on aurait pu parler jusqu'à demain, parce que c'est un sujet qui est très vaste. Et puis, je ne sais pas si Georges, tu as fait exprès, mais en France, c'est le mois de l'endométriose, le mois de mars. Donc, ça tombe bien. Ah bon? Eh ben, voilà. Ben alors, ça, tu m'apprends quelque chose en tout cas. Et je crois que ça, c'est le mot de la fin. Exactement. Pas la fin de Julien, là, hein, qui est toujours… La fin FIN. Ah, mais il y a quelqu'un qui est au Québec, c'est ça?
QC? Oui. Quoi, QC? Québec? Il n'est Oui, que Québec. 16h30, à mon avis, c'est ça. Ouais. Ah, Elodie est tout gré. Oui, mais enfin, Elodie, on ne va pas faire les 6 heures ou les 5 heures de décalage horaire. On va s'en tenir ici. Et alors, pour ceux qui sont connectés, il y a un petit making-of où on s'insulte cordialement entre nous, etc., et où on déballe tout ce qu'on ne veut pas mettre dans l'enregistrement. Mais ça, c'est après la fin de l'enregistrement. Ça va, c'est ton dernier mot, Georges? Eh oui. Julien, Yoni, vous voulez rajouter quelque chose? Non, merci à tous. Merci à Georges d'exister, quoi. Il faudrait plus Ouais, de Georges merci. dans les hôpitaux. Oh là là. Ah, c'est clair. Merci pour votre confiance. D'accord Allez. avec vous. Bonsoir à tout Alors, le monde et merci. La présence de tout le monde était parfaitement justifiée, indispensable, les témoignages excellents. Voilà, les témoignages sont toujours meilleurs parce qu'on ne les a pas préparés, pré-mâchés. Chaque webinaire, c'est la même chose. Enfin, on s'adapte un peu à ce qui est dit, mais aujourd'hui, c'était particulièrement brillant, que ce soit les écrits ou les oraux. Et alors, avec Céleste, c'est la totale. Même alors en... moi, je voudrais vous dire à tous un grand merci d'avoir participé, à Julien, à Yoni, à Georges, à tous les participants. Aussi, un grand merci à Céleste parce que ce n'était pas prévu. On l'a pris, elle était la première à entrer dans le webinaire. Évidemment, Georges et moi, nous avons l'occasion de la connaître et de connaître surtout son papa. Donc, c'était un honneur aussi de te recevoir, Céleste, ce soir. Je ne sais pas si, comme tu as témoigné, si tu veux dire un mot de la fin. Ben, merci, je trouve que c'était très intéressant et je participerai aux prochaines thématiques qui m'intéressent. Donc, merci à tout le monde. Ok, merci à toi, merci à vous. Et on vous donne rendez-vous le 17 mai, parce qu'au mois d'avril, il n'y a pas de webinaire, mais le prochain sera le 17 mai. Donc, je vous dis à toutes et à tous une très bonne soirée. Au mois d'avril, il y a Pâques. C'est Pâques, c'est pour ça qu'il n'y a pas de webinaire. Ouais, c'est Pâques, c'est ça. Bonne fête des cloches alors. Ciao.